Georges aimait beaucoup mieux lui écrire des choses de ce genre que lui avouer qu'il s'était fiancé lui-même, un mois auparavant, avec une demoiselle, Frida Brandenfield, jeune fille d'une famille opulente. Il parlait souvent avec son fiancé de cet ami et de l'étrange correspondance qu'il entretenait avec lui. Il ne viendra donc pas à notre mariage, disait-elle. J'ai pourtant le droit de connaître tous tes amis. Je ne veux pas le déranger, répondait Georges. Comprends-moi bien, il viendrait sans doute, du moins je le crois, mais il se sentirait contraint et croirait un préjudice. Peut-être me jalouserait-il, et il repartirait ensuite seul, mécontent et incapable de jamais chasser ce mécontentement. Tout seul. Sais-tu ce que cela veut dire? Soit. Ne peut-il apprendre autrement notre mariage? Évidemment, je ne saurais l'en empêcher, mais étant donné sa manière de vivre, cela me paraît bien invraisemblable. Georges, si tu as des amis pareils, tu n'aurais pas dû te fiancer du tout. Oui, c'est notre faute à tous deux, mais même maintenant, je ne voudrais pas changer. Et lorsque, haletant sous ses baisers, elle disait encore: Au fond, cela me vexe quand même. Il trouvait qu'il serait naturel de tout écrire à son ami. Je suis ainsi fait et il doit me prendre comme je suis, pensait-il. Je ne peux pas me mettre mieux à sa portée. Et de fait, dans une longue lettre, il lui annonça ses fiançailles en ces termes. J'ai réservé le meilleur pour la fin. Je me suis fiancé à une demoiselle Frida Brandenfield, une jeune fille d'une riche famille qui n'est venue s'installer ici que longtemps après ton départ, et que tu ne saurais donc connaître. L'occasion s'en présentera bien de te parler plus longuement d'elle. Sache seulement pour aujourd'hui que je suis très heureux et que rien ne sera changé dans nos relations. Sinon, que tu auras en moi un ami heureux au lieu d'un ami ordinaire. Tu trouveras en outre dans ma fiancée, qui te fait transmettre ses compliments et t'écrira prochainement de sa main, une amie sincère, ce qui n'est pas délégué pour un célibataire. Je sais que bien des raisons t'empêchent de venir nous voir, mais mon mariage ne serait-il pas la véritable occasion d'envoyer promener les obstacles? Quoi qu'il en soit, ne te gêne pas, et n'en fais qu'à ton idée. Cette lettre à la main, Georges était resté longtemps assis sur son bureau, le visage tourné vers la fenêtre. Un ami qui, un ami qui passait dans la rue, l'ayant salué, il lui avait à peine répondu, d'un sourire absent. Enfin, il mit la lettre dans sa poche et se rendit, en traversant un petit couloir, dans la pièce où se tenait son père, et où il n'était pas allé depuis des mois. Il n'avait d'ailleurs d'ordinaire nulle raison urgente de s'y rendre, car il voyait constamment le père au magasin. Ils déjeunaient ensemble au restaurant. Le soir, chacun se débrouillait de son côté, mais ils passaient un moment ensemble. Après le dîner, à lire leurs journaux dans la pièce commune, à moins que Georges, c'était le cas le plus fréquent, ne restât avec des amis ou, maintenant, ne visitât sa fiancée. Il fut étonné de voir combien la chambre de son père était sombre, même par cet après-midi ensoleillé. Le grand mur qui s'élevait de l'autre côté de la petite cour projetait-il donc une telle ombre? Le père se tenait assis près de la fenêtre, dans un coin décoré de souvenirs de la défunte mère. Il lisait le journal en l'éloignant de ses yeux, pour remédier à quelque presbytie. Sur la table, on voyait les restes du déjeuner auquel il ne semblait pas avoir touché beaucoup. Ah, Georges, dit-il en s'avançant aussitôt vers son fils. Sa lourde robe de chambre s'ouvrit pendant sa marche, et les pentes se flottèrent autour de lui. Mon père est encore un géant, pensa Georges. Il y a ici une obscurité insupportable, dit-il ensuite. Oui, il fait sombre, répondit le père. Tu as fermé la fenêtre aussi? Oui, je préfère. Il fait chaud dehors, dit Georges, et il s'assit. Le père enleva la vaisselle du déjeuner et la posa sur un meuble. Je voulais simplement te dire, ajouta Georges qui suivait d'un air perdu les mouvements du vieillard, que j'ai quand même fini par annoncer mes fiançailles à Pétersbourg. Il sortit un peu la lettre de sa poche et l'y laissa retomber. À Pétersbourg? Demanda le père. À mon ami, voyons, dit Georges en cherchant les yeux de son père. Au magasin, il est pourtant tout différent, pensait-il. Comme il s'assied au large ici, voyez comme il croise les bras. Tu sais bien, père, que je voulais d'abord lui taire mes fiançailles, par délicatesse, pas pour d'autres motifs. Tu sais toi-même qu'il est difficile à prendre. Je me disais bien qu'il pourrait savoir mes fiançailles par d'autres, quoique ce fût fort invraisemblable étant donné son genre de vie. Cela, je ne pouvais pas l'empêcher. Mais par moi, il ne devait rien savoir. Et maintenant tu as changé d'idée, demanda le père en posant son grand journal sur le bord de la fenêtre, et sur le journal ses lunettes qu'il recouvrit de la main. Oui,
Maintenant, j'ai changé d'idée. S'il est vraiment mon ami, me suis-je dit, mes fiançailles doivent le ravir, et c'est pourquoi je n'ai plus hésité à les lui annoncer. Mais avant de mettre la lettre à la boîte, je tenais à t'en aviser. Georges, dit le père en élargissant sa bouche édentée, écoute-moi. Tu es venu me trouver à propos de cette affaire pour la discuter avec moi. Cela te fait honneur, sans doute, mais ce n'est rien, c'est pis que rien, si tu ne me dis pas maintenant l'entière vérité. Je ne veux pas aller remuer des événements qui n'auraient rien à voir ici. Depuis la mort de notre chère mère, il s'est passé certaines choses qui ne sont pas belles. Peut-être le temps d'en parler viendra-t-il pour elle aussi, peut-être même plus tôt que nous le pensons. Dans le commerce, bien des choses m'échappent. On ne me les cache peut-être pas. Je ne veux pas du tout prétendre qu'on me les cache. Mais je n'ai plus assez de force, ma mémoire baisse. Je n'ai plus l'œil à voir tout ce qu'il se passe. C'est d'abord l'effet de la nature, puis de la mort de notre chère maman, qui m'a beaucoup plus accablé que toi. Mais puisque nous parlons justement de cette affaire, de cette lettre, je t'en prie, Georges, ne me trompe pas. C'est une bagatelle, cela ne vaut pas un mot. Ne me raconte pas d'histoire. As-tu vraiment cet ami à Pétersbourg? Georges se leva tout perplexe. 1000 amis ne me remplaceront pas un père. Sais-tu ce que je crois? Tu ne te ménages pas assez. Or, l'âge réclame ses droits. Tu m'es indispensable dans le commerce. Tu le sais fort bien. Cependant, si le commerce devait menacer ta santé, je le fermerai demain pour toujours. Cela ne peut pas durer. Il nous faut adopter pour toi un autre genre d'existence, mais radicalement. Tu es là, plongé dans les ténèbres. Et dans l'autre chambre, tu verrais clair. Tu grignotes 3 miettes de ton déjeuner au lieu de t'alimenter très sérieusement. Non, père, j'irai chercher le médecin et nous suivrons ses prescriptions. Nous changerons de chambre, tu iras loger dans celle de devant, et moi ici. Ce ne sera pas un changement pour toi, on t'apportera toutes tes affaires. Mais il y a un temps pour tout cela. Pour l'instant, couche-toi un peu. Tu as absolument besoin de repos. Viens, je t'aiderai à te déshabiller. Tu verras que je saurai m'y prendre. À moins que tu ne veuilles aller tout de suite dans la chambre du devant, tu te servirais provisoirement de mon lit. Ce serait d'ailleurs très raisonnable. Georges, debout, se tenait tout près de son père, qui avait laissé retomber sur sa poitrine sa tête blanche, aux cheveux embroussaillés. Georges, dit le père, à voix basse et sans faire un mouvement. Georges s'agenouilla aussitôt à côté de son père. Il aperçut, au coin des yeux, dans la figure fatiguée, les pupilles dilatées qui se dirigeaient sur lui. Tu n'as pas d'amis à Pétersbourg. Tu as toujours été un mauvais plaisant et tu n'as pas su te retenir, même avec moi. Comment aurais-tu justement un ami là-bas? Je ne peux vraiment pas y croire. Rappelle-toi donc, père, dit Georges. Il le souleva, le plaça debout, et, tandis que le père restait dressé, bien mollement, sur ses jambes, lui enleva sa robe de chambre. Il va y avoir bientôt 3 ans que cet ami est venu nous voir. Je me rappelle encore qu'il ne te revenait guère. Je l'ai désavoué au moins 2 fois devant toi, bien qu'il fût alors avec moi dans ma chambre. Je comprenais fort bien ton aversion pour lui, car il a ses bizarreries. Mais par la suite, tu as passé avec lui d'excellents moments. J'étais si fier alors de voir que tu l'écoutais, que tu l'approuvais, que tu l'interrogeais. Si tu réfléchis, tu dois te rappeler. Il racontait des histoires inouïes sur la révolution russe. Celle par exemple de ce pop qu'il avait vu sur un balcon au cours d'un voyage d'affaires, à Kiev, pendant une émeute, se tailler dans la paume de la main une large croix sanglante, bandir cette main et appeler la foule. Tu as même raconté cette histoire plusieurs fois. Entre-temps, il avait réussi à rasseoir son père et à lui enlever précautionneusement ses chaussettes, ainsi que le caleçon tricoté qu'il portait sur un autre, en toile. En voyant ce linge, qui n'était pas très propre, il se reprocha d'avoir négligé son père. Il eût été certainement de son devoir de veiller au linge paternel. Il n'avait pas encore parlé expressément de sa fiancée de la façon dont il organisait l'avenir du vieil homme, mais il avait tacitement admis qu'il resterait seul dans l'ancienne maison. Il se décida soudain de la façon la plus résolue à amener son père avec lui dans son nouveau ménage. Il lui semblait même presque à mieux examiner, il lui semblait même presque, à mieux examiner la situation, que les soins qu'il allait lui donner risqueraient d'arriver trop tard. Il prit son père dans ses bras et le porta sur le lit.
Il éprouva un sentiment d'épouvante quand il s'aperçut, au cours des quelques pas que dura le transport, que le père, contre sa poitrine, jouait avec sa chaîne de montre. Il ne put le coucher tout de suite tant le vieillard se cramponnait à cette chaîne. Mais à peine le père fut-il au lit, que tout parut marcher à souhait. Il se recouvrit lui-même et prit le soin de bien ramener la couverture sur ses épaules. Puis il leva les yeux sur Georges, sans aucune animosité. N'est-ce pas? Tu te souviens de lui maintenant? demanda Georges en l'encourageant d'un signe de tête. Suis-je bien couvert? demanda le père, comme s'il ne pouvait pas regarder si ses pieds étaient bien couverts. Tu te trouves donc bien au lit? dit Georges, en le bordant. Suis-je bien couvert? demanda encore le père. Non, cria le père, avant même que la réponse fût finie, et il rejeta la couverture avec une telle force qu'elle se déploya un instant tout entière dans son vol. Puis il se dressa sur son lit. Il s'appuyait seulement d'une main contre le plafond. Tu voulais me couvrir? Je le sais, petit vaurien, mais je ne suis pas encore couvert.